Hivernelle 2019. Un fruit à croquer. Crae attendait, alerte. S'il esquivait trop tôt, le sanglier aurait le temps de stopper sa charge. Et s'il esquivait trop tard, aucune raison de s'en inquiéter. Du haut de ses 8 ans, il avait confiance en ses capacités. Mykno avait attiré la bête, et maintenant, c'était à Crae de réussir à ce qu'elle vienne éclater la porte. Déjà, la créature se ruait sur lui. Elle avalait les quelques mètres qui les séparaient à une allure folle. Attendre, encore un peu. Il voyait les yeux colériques de l'animal. Il distinguait presque la sueur à travers son pelage. Maintenant! Il sauta sur la droite et il sentit l'un de ses pieds être percuté par le sabot de la bête. En même temps, il eut un choc sourd, presque un gong. Crae, vite rejoint par Mykno, contempla la porte d'un noir moiré encastré dans la roche. Le sanglier était affalé devant, inconscient. Ils l'égorgèrent. Ça fera de la viande pour la tribu ce soir. Mais même la charge d'un tel monstre n'avait pas suffi à entamer ce que les légendes décrivaient comme une porte vers un trésor du passé. Au moins, les vieux seront contents, sauf Man, qui va grogner qu'on a pris des risques débiles, commenta Mykno, en rangeant son couteau, après avoir découpé l'oreille en guise de trophée. Crae acquiesça, et ensemble, ils retournèrent au campement. La viande fut récupérée, les enfants félicités, et la vie au sein de leur clan se poursuivit. Les saisons se succédèrent, et au moins une fois par lune, il venait, avec une nouvelle idée pour ouvrir cette porte qui habitait ses songes, d'abord avec Mykno, puis seul, une fois que celui-ci arrêta ses enfantillages pour se consacrer à la chasse, comme la plupart des guerriers. Crae poursuivit ses tentatives pendant tout son apprentissage auprès du chaman. Jusqu'à son voyage initiatique à travers la plaine, il essaya. Le jeune homme fit alors ses adieux à son peuple, et c'est avec un regard nostalgique qu'il passa devant ce mur venu d'un autre temps, qu'il n'avait su, comme ceux des générations avant lui, ouvrir. Cela faisait presque une lune qu'il était rentré au sein de sa tribu. Il avait appris avec tristesse que Mykno avait péri dans une chasse au lion, une douleur qui lui allait droit au cœur, et pourtant qu'il acceptait avec douceur. Il mit aussi fin aux souffrances de son ancien professeur, à présent vieux et agonisant. Par un acte rituel, il consomma l'esprit de son père spirituel, en même temps que son cerveau et son cœur. À présent, Agend vivait à travers lui, comme tous les chamans de la tribu qui l'avaient précédé. Alors que le soleil rouge se levait paisiblement en bordure de l'horizon, une envie le prit de retourner voir cette porte qui avait si longtemps habité ses pensées. Il se mit en route avec sérénité, traversant le ruisseau qui jadis lui faisait penser à un fleuve. Ou alors le niveau de l'eau aurait-il encore baissé? Il était en paix, bien qu'avec une responsabilité auprès de sa tribu. Il vivait connecté à la vie, liant chaque être et chaque chose. Serein, il avançait. Il finit par atteindre la dépression naturelle dans laquelle il avait passé de si longues heures enfant à tenter de forcer la surface au reflet moiré. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, et pourtant, quand il s'avança face à la paroi, celle-ci le dépassait encore d'une demi-tête. Il revit chacune de ses tentatives passées, chacun de ses essais pour ouvrir ce mur. La paroi n'avait pas cédé, mais de ce passe-temps, il avait su développer persévérance, créativité et ouverture d'esprit. Cela représentait aussi ses meilleurs souvenirs avec Mykno. Pour tout cela, il ressentait une profonde gratitude pour cet endroit. Crae passa donc sa main dans une caresse sur cette porte polie ayant traversé les âges, doucement, comme un remerciement. La terre vibra et le mur coulissa, dégageant un passage dans la roche, s'enfonçant dans les méandres des profondeurs.
Il regarda l'antre béant avec incrédulité. Pourquoi maintenant? Enfant, il avait déjà palpé l'intégralité de la surface et rien ne s'était produit. Après la stupeur vint la curiosité. Celle-ci le poussa à entrer. À l'intérieur, la même surface qu'à l'extérieur. Ce roc indestructible que pourtant les anciens semblaient avoir su tailler. Au plafond, un petit verre luisant blafard illuminait le passage. Un second, parfaitement aligné, se trouvait quelques mètres plus loin. En l'observant, il s'aperçut que cette source de lumière ne ressemblait à rien de vivant. Un artefact magique? Il regarda autour de lui, profitant de la lumière de ce prodige pour en distinguer d'autres. Le couloir était relativement vide. Sur ses murs, la paroi était ciselée dans des formes rectangulaires. Il passa sa main sur ces motifs, admiratif de cette précision que ceux de sa tribu peinaient à obtenir sur un morceau de bois tendre. Alors, s'éloignant toujours du soleil, il s'enfonça peu à peu dans le souterrain qui, sur un plan incliné, tournant régulièrement sur la droite, l'amenait toujours plus loin dans les profondeurs de la terre. Et au plafond, toujours ces gris-gris et leur faible lumière. Alors qu'il commençait à se demander si le tunnel avait une fin, s'il n'allait pas arriver dans l'enfer qui se trouve sous la terre, le couloir déboucha sur un cul-de-sac. Lorsqu'il s'approcha de la paroi du fond du tunnel, elle s'ouvrit, elle aussi, en coulissant, dévoilant une petite pièce dans laquelle se trouvait une couche. Craé avait du mal à la voir autrement que comme un endroit sur lequel s'allonger. À mi-hauteur d'homme, cela ressemblait à un hamac, comme ceux qu'il pouvait utiliser pour dormir dans la forêt. Sauf que ce hamac était d'un blanc nacré comme l'émail des dents. S'approchant, il posa un doigt pour en sentir la texture. Moelleux comme la douceur d'un ventre sur lequel on poserait la main. Au mur, les artefacts lumineux étaient disposés d'une étrange manière. Un large carré luisant à peine, une ligne horizontale brillant un peu plus, et enfin, un homme allongé sur ce trait illuminait la pièce plus que tout le reste. Poussé par la curiosité, inspiré par le dessin du mur et les légendes de son enfance, Craé s'allongea sur le hamac qui sembla se mouler selon ses formes. Il ne s'était jamais couché dans quelque chose de si doux. Et le hamac se referma sur lui. Gardant son calme, malgré le noir ambiant, il essaya de pousser la paroi, de la faire coulisser, mais rien ne bougeait. Il finit par sentir une odeur étrange, comme celle de certaines plantes qu'il avait appris à utiliser en tant que chaman pour transcender son corps. Et il perdit conscience. Il ouvrit de nouveau les yeux. Devant lui, sous le ciel nocturne, on y voyait comme en plein jour. Times Square, un des hauts lieux du capitalisme. La voix retentit à ses côtés. Il y aperçut un homme transparent, comme un esprit. Et pourtant, c'était le seul, ici, à lui accorder de l'attention. Ils étaient tous les deux sur l'un des plus hauts étages d'un plan incliné, au centre de cette clairière, entourée d'immenses arbres rectangulaires, composés de lumière aussi vive que celle du feu. Elles s'agitaient, elles clignotaient. Dans certaines, des hommes géants les contemplaient. Autour d'eux, une foule de personnes étrangement habillées s'installait, regardait une petite boîte rectangulaire qu'ils tenaient en main et repartait. Certaines de ces personnes pénétrèrent ensuite dans les arbres. Ils étaient si nombreux en un seul endroit. Pourtant, aucun signe de vivre ensemble. Ils passaient, les uns à côté des autres, sans se voir. Et l'odeur était si étrange, un mélange agressant ses poumons, piquant et âcre. Un des plus vieux souvenirs de qualité que nous soyons parvenus à condenser. Un souvenir d'un temps où, tels des dieux, nous autres, hommes, pensions pouvoir tout accomplir. Il existait des machines permettant de chevaucher le vent bien plus vite que l'oiseau. D'autres, de se déplacer plus vite que le cheval à travers la plaine.
Faire apparaître le feu est aussi simple pour eux que de claquer des doigts. Parler à une personne se trouvant à une année de marche, ils peuvent le faire en moins de temps qu'il ne t'en faut pour respirer. Ces structures verticales sont des objets qu'ils ont fabriqués afin d'y vivre. Ils n'ont plus besoin de chasser, que ce soit les légumes ou la viande. Elles leur sont fournies par des personnes qui passent leur vie entière à faire pousser plus de légumes, à produire plus de viande. Et ici, ils vivent, ils achètent, ils vendent tout ce qu'ils ont, jusqu'à leur propre corps. Ils vendent leur énergie pour continuer à pouvoir vivre dans ce monde, pour pouvoir vivre dans cette société du plus, à vouloir toujours plus de confort, toujours plus de nourriture, de choix, de pouvoir. En désignant une demoiselle souriant face à une petite boîte dans sa main, l'esprit ajouta: Celle-ci essaie d'impressionner des gens qu'elle ne connaît même pas, en leur montrant des représentations d'elle, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle fait. Et ailleurs dans le monde, d'autres l'envient et se demandent comment se faire remarquer d'elle. Elle vit par et pour leur attention. Pour les humains de cette époque, la nature est devenue un détail négligeable. Ce qui les dérangeait dedans, ils l'ont supprimé. Ce qui les intéressait, ils se le sont accaparés pour l'exploiter, allant jusqu'à le dénaturer. Je reconnais cependant que de par ces actions, ils vivent plus vieux et en meilleure santé que les humains des siècles précédents. Mais à quel prix? Autour d'eux, les arbres rectangulaires, ainsi que les humains s'étiolaient en une multitude de paillettes bleutées. Seule la silhouette transparente subsiste. Il s'agissait d'un homme, sur le déclin, mais à qui il restait encore de belles années devant lui. Son crâne était quelque peu dégarni, ses habits étaient bien plus ajustés à son corps que les tenues confectionnées au sein de la tribu. Cela semblait confortable. Au vu de son col, il devait avoir effectué une superposition de vêtements. Alors que Cray s'interrogeait sur le fantôme qui était resté présent dans ce vide noir, où il flottait à présent, au loin, une forme bleutée apparut et les engloba. Ils furent alors dans un son. Tout autour d'eux, le bruit d'une femme qui s'exprimait. Cray n'en comprenait pas les mots exacts, et pourtant, le sens restait limpide. On est dans un pays civilisé. Vous êtes bien mignons avec vos pancartes sauvant la planète. Rien que le feutre avec lequel vous avez écrit ces mots pollue la planète selon vos critères. Alors arrêtez de me faire rire. Maintenant, si vous le voulez bien, parlons sérieusement. Notre pays est incapable d'arrêter ce changement climatique dont vous nous rabâchez les oreilles. En revanche, même en investissant seulement 1% de plus dans cette transition que vous réclamez, c'est plus de 450 000 emplois qui seront remis en cause. Et avec cela, les problèmes de réinsertion que cela occasionne. Je ne parle même pas de l'insatisfaction générée par une telle hausse du taux de chômage. De plus, cela laisserait la porte grande ouverte aux industries des pays voisins pour gagner des parts de marché, augmentant ainsi leur profitabilité et accentuant ainsi leur position de pouvoir dans nos relations commerciales. Vous voyez donc bien que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à notre pays de faire sa part dans cette transition, sans pour autant sacrifier stupidement le peuple qui nous a choisis au nom d'un futur imaginé qu'il resterait à sauver. Alors oui, c'est bien de vous battre pour une cause à laquelle vous tenez, mais essayez que la prochaine que vous choisirez soit un tant soit peu plus cohérente et pertinente que celle-ci. Le son s'éloigna à son tour, les laissant seuls dans ce néant. Notre voyage se poursuit. Ce qui arrive suit de quelques décennies ce qui a précédé. Autour d'eux se forma une pièce rectangulaire. Dedans, un homme est avachi sur un trône.
Celui-ci semblait particulièrement moelleux, vu son appui sur l'assise, et l'attention de l'homme était entièrement dédiée à un de ces rectangles diffusant du son et de la lumière. Flash info. Hier fut un jour remarquablement calme. À la frontière, nous avons accueilli le quota journalier de 250 immigrants climatiques. Nous déplorons le décès de 1127 d'entre eux ayant tenté de forcer le passage illégalement. De plus, 342 ont été repérés de notre côté de la frontière. Il va sans dire qu'ils ont promptement été interpellés et exécutés par nos forces de l'ordre qui ont fait un magnifique travail. L'entreprise gouvernementale s'est réjouie de ces résultats et a d'ailleurs fait savoir qu'en augmentant ces restrictions frontalières et en améliorant la qualité des exécutions ainsi que du reconditionnement protéinaire, les portions alimentaires journalières des citoyens de qualité Silver et plus contiendront jusqu'à 25% d'éléments carnés supplémentaires. De par cette croissance non négligeable, les perspectives d'augmentation de la production dans les cantons suivants sont très réjouies. Le rectangle de lumière s'éteignit, ainsi que le son et la lumière de la pièce. Un grognement presque bestial jaillit du fauteuil. Saisissant une torche qu'il alluma en un instant, une torche qui, comme les artefacts du couloir, illuminait autour de lui sans brûler ou émettre de fumée, il se hissa en grommelant de son siège et se dirigea vers la fenêtre. Craig le suivit, curieux. Dehors, tout était noir. Et bah voilà, encore une putain de coupure de courant de la ville. La deuxième de cette semaine. Au-dessus, des cris enfantins se firent entendre. Fermez vos putains de gueules! Le hurlement de l'homme résonna dans la pièce. Quelques exclamations, et le calme revint. L'homme se traîna jusque dans une autre pièce, s'affalant sur sa couche avec un soupir. Craig se retourna alors vers l'homme transparent avec un air interrogatif. Celui-ci sourit doucement et ajouta quelques compléments d'information à la scène qui venait de se dérouler et se poursuivait par des ronflements sonores. Ce que tu vois suit de quelques années ce que tu as vu à Times Square. Pour leur permettre de vivre comme des dieux, ils consommaient beaucoup de l'énergie de la terre. Et comme ils étaient si nombreux, plus que tous les brins d'herbe que tu as pu voir au cours de ta vie, ils ont fini par épuiser les ressources que la terre leur rendait accessibles. Alors, leurs immenses tribus se sont battues dans de terribles carnages pour profiter des derniers restes de cette énergie et leur permettre de vivre un peu plus cette insouciante vie de confort. Pendant ce temps, d'autres ont tenté de changer de tribu, et se sont pour la plupart fait refouler ou tuer. L'égalité entre hommes s'est muée en une inégalité fondée sur leur appartenance à une tribu. Dans le lit, un grommellement fut compréhensible. Ces putains d'handicapés. On devrait leur faire la même chose qu'aux migrants. Ça nous ferait de la place. L'homme transparent sourit avec compassion, tandis que le sang de Craig se figeait devant un tel contexte. Autour d'eux, le décor se délitait de nouveau. Le noir absolu laissa le temps au chaman de digérer quelque peu ce flux d'informations. Puis, une voix d'homme se fit entendre et résonna doucement dans cet immense vide. On n'a pas beaucoup, mais de ce que je sais, c'est plus que la plupart des gens de cette putain de planète. Je me souviens d'un temps, avant le rationnement, avant qu'on soit toujours à compter pour ne pas atteindre le quota avant la fin du mois. Avant, c'était pas grave si on laissait la lumière allumée. C'était pas grave si l'eau coulait, s'il y avait des restes, si un objet était jeté après une utilisation. C'était chouette, ça me manque pour tout vous dire. J'ai reçu une notif selon laquelle mon chez-moi allait être nationalitis... bref. Que ça allait appartenir à l'État, comme tout l'immeuble.
Un peu que je pourrais y rester, mais avec 10 putains de connards en plus chez moi. Ça me manque les temps passés. Et il me reste juste assez avec ce que j'ai pu grappiller à droite à gauche pour remonter le temps une dernière fois et jamais refoutre les pieds dans ce présent de merde. La conscience de l'homme vacilla alors que les comprimés qu'il avait ingérés faisaient peu à peu effet. La léthargie emporta son esprit avant que les derniers battements de son cœur ne disparaissent à leur tour. Craé s'agenouilla, essayant, malgré la déferlante de stimuli, de donner un sens à tout cela, d'organiser ce qu'il pouvait comprendre dans son esprit. Des dieux, des hommes, de la détresse, de la souffrance qui s'entremêlent et le percutent. Mais c'est un chaman des clans. Il tiendra. À côté de lui, l'homme fantomatique patienta quelque peu, puis sa voix, douce et chaleureuse, retentit. Poursuivons, veux-tu? Craé prit le temps de goûter une inspiration, puis se releva. Il était prêt. Autour de lui, un paysage étrange prit forme. À côté de lui, sur un immense ruban noir et lisse, une colonne de personnes s'étendant à perte de vue s'éloignait d'un de ces lieux où les grands arbres rectangulaires s'entassaient. Ils avaient d'ailleurs l'air d'avoir brûlé, ces arbres. Papa, pourquoi on s'en va? Parce qu'il n'y a plus rien pour nous ici, lui répondit son père d'une voix fatiguée et abattue. Mais c'est pas nous qui avons gagné la Révolution? Demanda le garçon d'une dizaine d'années. Oui et non, mais plutôt non que oui. Un peu oui quand même. Oui, puisque ces connards de traîtres qui ont détruit notre pays ont eu la tête au bout d'une pique. Non, car maintenant il ne reste que des cendres. Et les cendres, ça se mange pas. Je veux pouvoir nous trouver de quoi manger. Et je pense pas que ça arrivera en restant dans la capitale. Alors on part. On part où alors? Plus loin, là où il y aura de quoi manger. Peut-être un village dans lequel on pourra aider un agriculteur. Mais je veux pas aider un fermier, moi. Je veux retourner à l'école, dit le gosse d'une voix géniarde. Le père le regarda, la mort dans l'âme, alors qu'il prononçait ces quelques mots. Il n'y aura plus d'autre école que celle de la vie. Si pour vivre, on doit s'intégrer dans un trou paumé de campagne, eh ben on fera ce qu'il faut pour que ça arrive. Surtout qu'on sera sûrement pas les seuls à essayer. La scène se délita, et la fumée âcre, émanant de la ville en arrière-plan, fut la dernière sensation à se dissiper devant Craig. Une voix stoïque remplaça celle du père et du fils, celle d'un homme qui dresse un constat. Ensemble, ils dirigeaient la planète comme on chevaucherait une monture. Sauf qu'au lieu de réfléchir à la direction à prendre, ils se concentraient sur la manière de faire accélérer la bête. Comment éviter qu'elle ait à se reposer, pour qu'encore plus de distance puisse être faite. Et ce faisant, ils nous faisaient accélérer vers le précipice. Et lorsque l'on a chuté, il n'y avait aucun responsable à blâmer. Ils avaient fait ce pourquoi ils nous avaient convaincus de les mettre aux rênes du chariot. Et nous devions tous en assumer les conséquences désastreuses. La voix rit avec ironie et tristesse. Certains d'entre eux ont même essayé d'encadrer et de légiférer sur cette chute, dans laquelle ils avaient joué un rôle principal. La plupart ont su fermer leur gueule et garder leur tête. Pas tous. À la voix succédèrent les ténèbres. L'homme fantomatique s'assit en tailleur face à Craig. Ce dernier put distinguer les traits presque parfaits de son visage, ses dents alignées et sa peau préservée des ravages du temps. Et cependant, quelques bastions technologiques survécurent à ce déclin. L'endroit dans lequel ton corps est allongé actuellement en est un. Devant l'inéluctable,
devant la surpopulation se régulant peu à peu, il était évident que de notre vivant, il ne serait possible de relancer une graine de civilisation sans que celle-ci ne soit ravagée par les catastrophes humaines et climatiques. Le choix a donc été fait d'attendre. Dans ce bunker subsistent les connaissances et les éléments qui furent fondateurs dans notre civilisation, d'un point de vue technologique, mais aussi historique, afin que vous puissiez bénéficier des apprentissages qui nous ont bien trop coûté. De ce bunker, les différentes portes se déverrouilleront les unes après les autres, une fois le palier de la chambre précédente atteint. Quel que soit le niveau actuel, cela permettra à ta civilisation de retirer des éléments à sa portée et de progresser à son rythme. Cependant, la première porte ne s'est pas ouverte d'elle-même. Tu as été choisi. Pendant ce qui pourrait être des éons, cette porte est restée scellée, attendant non pas celui qui voudrait l'ouvrir pour acquérir les trésors qui résident ici, mais au contraire, celui qui n'attend rien d'autre de cette paroi que ce qu'elle n'a pu lui apporter par le passé, dénuée de la jalousie, mais pas de la compassion. Et, puisque je te parle, c'est que tu réunissais ces critères. L'homme fantomatique écarta les bras, englobant l'immensité du vide dans lequel Kraé lui faisait face. De par ton arrivée ici, tu as su prouver que tu es plus sage que nous, tes prédécesseurs, dans cet Éden, à présent antique. Bientôt, tu seras libéré de ton cocon pour retourner dans ton monde. Observe-le, à la lumière de ce que tu as appris ici, et, après qu'une lunaison se soit écoulée, reviens ici me faire part de ton choix. Décideras-tu d'offrir à ton peuple les connaissances qui résident ici, ou choisiras-tu qu'elles soient à jamais détruites? Dans les deux cas, ta décision sera loi. Une fois que tu auras quitté ce bastion, il ne s'ouvrira qu'à ta prochaine venue, lorsque l'heure de ton choix aura sonné. À présent, va. Autour d'eux, le néant cessa peu à peu d'exister, pour se muer en une paroi qui se rétracta dès que Kraé commença à bouger. Il se releva, incertain de ce qui venait de se passer, et alors qu'il hésitait sur la conduite à tenir, un des rectangles au mur accrocha son regard. Dessus, il aperçut l'homme fantomatique, ainsi que 3 femmes et 2 hommes, petits et immobiles, tels des dessins d'une précision absolue. Il sut qu'il n'avait pas rêvé ce qui venait de se produire. Kraé sortit, et la paroi dans la roche se referma derrière lui, le laissant quelque peu décontenancé, sous le soleil à son zénith. Alors, il rejoignit sa tribu. Apparemment, il n'avait été absent que quelques heures. Il reprit sa vie en tant que chaman. Sa connaissance des herbes et sa symbiose avec la nature aidaient aussi bien à soigner les blessés qu'à orienter les chasseurs dans leur traque. Bientôt, il indiquera aussi que le temps de migrer vers un autre lieu pour laisser à la terre le temps de régénérer était venu. Pas tout de suite, car il avait un rendez-vous à honorer avant cela. Mais quelle réponse fournir à cette proposition? On lui offrait à la fois le pouvoir des dieux, mais aussi apparemment une misère que son peuple ne connaissait pas. Dans les visions qui revenaient parfois à son esprit, il voyait un désespoir tel que son peuple n'en avait jamais connu, celui de déchus, de personnes qui avaient tout, pensaient tout mériter, et qui ne surent vivre avec moins. Et, en même temps, lorsqu'il vit l'un des chasseurs s'étant fait écraser la jambe, périr au cours de la nuit, les possibilités des dieux le hantèrent encore bien plus. Avec ses pouvoirs, aurait-il pu le sauver? Et les cycles solaires se succédaient sans qu'une réponse évidente ne se forme.
jusqu'à cette gamine de la tribu qui arriva, portée par sa mère. Malgré les avertissements maternels, ainsi que de nombreux autres adultes, elle avait tenté d'attraper une de ces longues langues rouges qui dansaient au-dessus du bois pendant que le repas cuisait. Son visage était brûlé sur plus de la moitié de sa surface. Son bras droit était cloqué, et la chair sentait le sanglier grillé, rendu plus âcre par cette odeur de poils brûlés. Il appliqua des cataplasmes parmi les plus forts qu'il connaissait, afin d'apaiser un peu la douleur de l'enfant qui pleurnichait, encore sous le choc. Il la soigna au mieux. Chaque jour qui suivit, il ne put que constater son impuissance à sauver ce minois juvénile qui fut déterminant dans son choix. Il prit soin de sa tribu, et lorsque la lune fut passée, il se mit en route vers l'antre des temps anciens. Il passa la rivière et s'arrêta pour savourer l'air pur qui commençait doucement à se réchauffer, alors que le soleil montait dans le ciel. Autour de lui, le paysage était splendide. Sur sa droite, une savane s'étendant à perte de vue, avec quelques arbres ici et là, tandis que face à lui, dans cette futaie, se dissimulaient des secrets d'un autre âge. Crae soupira, se questionnant de nouveau sur la décision qu'il avait décidé de prendre. Il fit quelques pas parmi les arbres, esquiva une liane et poursuivit sa randonnée jusqu'à la zone plus rocailleuse. Il finit par arriver devant la pierre étrange, celle qui s'ouvrait sur le vestige. Il prit une profonde inspiration et tendit la main pour caresser la roche. Son visage percuta le sol, alors que son dos irradiait de douleur. Sur ses omoplates, il sentait un poids dont les griffes s'enfonçaient à travers ses trapèzes. Un grognement rauque. Une lionne, tellement accaparée par le choix qu'il attendait, sur un chemin qu'il connaissait si bien. Il avait oublié l'instant présent et l'importance de rester sur le qui-vive. Alors, il ferma les yeux et il attendit la fin.